on va passer directement à la présentation de Christine Roguet, d'IFIP, sur les perspectives dans les innovations dans la prise en compte du bien-être animal dans les systèmes d'élevage en France et en Europe. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Intervenir à la fin d'une journée aussi riche est un exercice délicat tant tout a pu être dit. Je vous remercie de la confiance que vous me faites en m'invitant à m'y prêter. Je vais tenter de relever le défi en portant un regard sur le problème public qui est devenu le bien-être animal. Mon exposé s'intitule « Quelles perspectives pour les innovations dans la prise en compte du bien-être des animaux d'élevage ?» J'y viendrai, mais auparavant, je vais surtout éclairer et illustrer le rôle des politiques publiques, des normes privées, des réglementations qui se construisent et se concurrencent pour façonner de nouvelles façons d'élever, de transformer, de transporter ou d'abattre les animaux. L'enjeu est crucial puisqu'il va impacter tous les éleveurs et tous les acteurs des filières animales. La cause est noble, améliorer le bien-être des animaux. Mais on verra que derrière ces attentes de société se jouent des rapports de force qu'il convient de ne pas ignorer. Du coup, oui, ça change pas à l'écran là, mais c'est pas grave. Dans tous les pays, à différents moments, par exemple en France dans les années 90, en Allemagne dans les années 2000, en Espagne dans les années 2010, les productions animales ont connu des croissances très importantes, une intensification et une concentration. Ces évolutions ont fini par rencontrer l'opposition des citoyens de plus en plus sensibles ou sensibilisés à leurs impacts sur l'environnement, la santé, le bien-être animal. La demande d'amélioration du bien-être animal est devenue majeure. Donc, face à cette demande sociale, trois approches sont déployées. Tout d'abord, les politiques publiques mettent en place des orientations par des programmes gouvernementaux, comme la stratégie bien-être pour le bien-être des animaux en France, ou alors une question d'élevage, de nouvelles voies vers plus de bien-être animal en Allemagne. Ces programmes donnent une vision, une impulsion, une orientation sur ce qui devra être demain en termes de production animale. Mais ils peuvent générer du stress et du découragement des producteurs ou alors de l'incertitude, de l'insécurité dans les filières animales lorsque seuls les objectifs sont fixés, mais pas les moyens de les atteindre ni les délais. Deuxième voie, le marché ou le droit mou. L'hypothèse qui est faite ici, c'est que le consommateur, par ses achats, peut orienter les évolutions des modes de production et financer ces évolutions. Pour lui permettre de faire des achats en toute connaissance, un certain nombre de labels sont développés, comme Beter Leven aux Pays-Bas depuis 2007, Firmer Tierschutz en Allemagne, Bedreide Dürrevelfare au Danemark, Haltungsform en Allemagne ou l'étiquette bien-être animal en France. Ces labels s'appuient sur une différenciation des modes de production et une segmentation des marchés avec, en théorie, une montée en gamme. Et enfin, la réglementation ou le droit dur, interdiction des cages, interdiction des mutilations, interdiction de l'élimination des animaux sans valeur économique, peut-être demain obligation d'un étiquetage. Ces réglementations génèrent en général des surcoûts et potentiellement une perte de compétitivité avec une baisse de production, une augmentation des importations. Vous voyez, je vais vite. Du droit mou au droit dur, le chemin semble tout tracé pour certains dans le domaine des productions animales. Première étape, la production et l'étiquetage sont libres, il n'y a pas de normes ou des normes volontaires. Les démarches de progrès se multiplient, le consommateur s'y perd, d'autant que la transparence n'est pas de mise. Deuxième étape, face à ce manque de transparence, un certain nombre des normes volontaires juridiquement protégées, comme autrefois les signes d'identification de la qualité et de l'origine ou l'étiquette bien-être animal aujourd'hui, sont créées, mais la production reste libre et l'étiquetage volontaire. Troisième marche, l'étiquetage devient obligatoire, comme ça a été le cas pour les œufs, mais le producteur est encore libre de produire dans le mode qui lui convient. Et enfin, dernière marche, la pression exercée sur les distributeurs et les consommateurs pour qu'ils arrêtent de vendre ou de consommer des produits issus de certains modes d'élevage conduit à leur exclusion. Autant vous dire que dans un tel contexte, la définition du niveau 2, qui ne sera pas exclu, est fondamentale. Alors, informer le consommateur pour lui permettre de faire des choix éclairés est une orientation politique de longue date à l'échelle européenne.
En 2009, la Commission a publié un rapport sur les solutions possibles pour l'étiquetage en matière de bien-être animal afin d'améliorer la communication avec les consommateurs sur le bien-être animal. 10 ans plus tard, le Conseil de l'Union européenne invite la Commission à évaluer la nécessité et l'impact d'un cadre réglementaire de l'Union européenne avec des critères pour les systèmes d'étiquetage du bien-être animal en tenant compte de l'expérience nationale parce que dans la décennie, une multitude d'étiquettes ont vu le jour dans les différents pays. En 2020, la stratégie de la ferme à la table propose d'étudier d'ici 2023 des options pour un étiquetage bien-être animal qui assure une meilleure transmission de la valeur tout au long de la chaîne. C'était aussi les objectifs des États généraux de l'alimentation et des plans de filière en France que de mieux structurer l'amont, de mieux organiser la filière, de segmenter le marché pour avoir une montée en gamme sur l'environnement, le bien-être, la santé. En 2020, le Conseil de l'Union européenne, sous la présidence allemande et face à la prolifération des labels nationaux, adopte des conclusions sur un label bien-être animal européen, harmonisé, mais d'utilisation volontaire. Et plus récemment, le Parlement européen a publié un rapport très complet de 215 pages qui comprend des perspectives d'étiquetage du bien-être animal au niveau de l'Union européenne. Alors, je vous propose d'illustrer ce que je viens de dire avec le cas de l'Allemagne. Pourquoi le cas de l'Allemagne? Parce que c'est un très gros pays de production animale, très exportateur aussi, et qui a connu une croissance, une intensification et une industrialisation de ses productions animales, qui, comme je vous l'ai dit, ont fini par rencontrer l'opposition des citoyens allemands, et ça a conduit à une pression politique sur les filières économiques, sommées d'y apporter des réponses. La réponse des filières allemandes, c'est valable aussi dans d'autres pays, communiquer et dialoguer. Mais très rapidement, elles se sont rendues compte que ça ne suffisait pas. S'engager dans des démarches de co-construction des élevages et des filières pour demain, et là je cite, rentable et vivable pour les éleveurs et acceptable pour les citoyens. Et enfin, pour permettre d'orienter et de financer les évolutions par le marché, différencier les modes de production et segmenter le marché. Et puis, le droit dur après le droit mou. Depuis 2020, une multitude de réglementations sont apparues en Allemagne sur le bien-être, l'environnement, le travail et la fiscalité. Alors, en Allemagne, chaque nouveau ministre de l'Agriculture dit ce qu'il souhaite faire en matière d'agriculture et en particulier d'élevage. La charte de 2012 et celle de 2014 montraient le positionnement des pouvoirs publics, à savoir encourager l'initiative volontaire obligatoire, c'est-à-dire contraignante. Les ambitions, on est en 2012, étaient d'arrêter les mutilations et l'élimination des poussins mâles d'un jour, de faire en sorte que les bâtiments soient conformes avec les besoins des animaux, d'améliorer les conditions d'abattage, de renforcer la recherche sur le sujet, d'adapter les changements, on en a parlé, dans le dialogue en créant des groupes de travail, l'équivalent du CNR sur le bien-être animal, de former les éleveurs, de créer, c'était en 2012, un label pour étiqueter le bien-être animal et pour la charte de 2014, de coordonner les initiatives concurrentes parce que ça foisonnait dans tous les sens et sensibiliser le consommateur au fait que ça a un coût et donc il faudra payer plus cher pour le bien-être animal et promouvoir la question à l'échelle internationale. Autrement dit, on voit bien que la stratégie allemande, c'était de promouvoir les démarches volontaires, puis, dans un second temps, sur le reste, de réglementer. De fait, en Allemagne, on a eu une multiplication des étiquettes, des labels, avec une concurrence entre acteurs publics, associatifs et privés. Historiquement, un consommateur qui voulait un produit mieux-disant sur le bien-être, la santé, etc., pouvait acheter des produits Neuland, propriété de 3 ONG, Deutsche Tierschutzbund pour le bien-être, Bund pour l'environnement et ABL pour une agriculture familiale, avec un cahier des charges très exigeant. Après, il y a eu un petit blanc et en 2013 apparaît donc le label für mehr Tierschutz porté par l'association Deutsche Tierschutzbund, qui était donc impulsé par le ministère de l'Agriculture, qui l'a financé avec le soutien de l'université de Göttingen. Il y a 2 niveaux qui sont quand même très exigeants, qui pour là le porc plafonne la taille des élevages, augmente la surface, mais oblige à un accès extérieur dans le niveau supérieur. Des zones d'activité dans les bâtiments, l'interdiction des pratiques douloureuses, l'interdiction des OGM, des indicateurs de résultats, etc. Et ça concerne différentes espèces animales. En 2015, les filières porcines et animales, les acteurs économiques, ont vu que für mehr Tierschutz restait une niche et n'ont pas voulu rester en reste. Ils ont lancé l'initiative Tierwohl, initiative bien-être animal, pour le porc et la volaille, et qui doit son grand succès au fait que le cahier des charges était à la carte et pas trop contraignant, et que le modèle économique était bien ficelé. 70% des volailles et un quart des porcs charcutiers produits en Allemagne ont rapidement été dans la démarche. Et cette année devrait enfin sortir le label officiel porté par le ministère de l'Agriculture allemand.
Ce label officiel s'appuie en particulier sur les préconisations du Conseil scientifique consultatif qui a publié un rapport en 2015 qui avait fait grand bruit en Allemagne qui montrait les voies vers un élevage socialement acceptable. Et vous voyez les items. Tous les animaux devront avoir accès à différentes zones climatiques et en particulier au climat extérieur. Les bâtiments devront être structurés en zones de vie, alimentation, déjection, couchage avec différents types de sols. Les animaux devront avoir des matériaux manipulables, plus d'espace, ne pas subir de mutilation, en particulier la coupe des queues chez le cochon, des indicateurs pour monitorer le bien-être animal et les usages d'antibiotiques, former les personnes, on en a parlé, et puis des items sur la sélection génétique. 2019, le label allait sortir, les critères étaient là. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps de construire une démarche. Le ministère a publié ces différents niveaux et on retrouve tous les items dont on vous a parlé, plus de surface, des matériaux manipulables, la structuration des cases, des matériaux d'enrichissement, l'arrêt des pratiques douloureuses. Entre-temps, la réglementation est passée, par exemple, sur la castration, interdisant la castration sans anesthésie, et puis un certain nombre de monitoring, de l'abreuvement, de la ventilation, des antibiotiques, et aussi des items sur la durée de transport et le mode opératoire en abattage. Ce qui devait arriver arriva. On passe en Allemagne de l'information positive sur le bien-être animal à partir d'une labellisation à une information objective sur le mode d'élevage à travers un étiquetage, le Haltungsformkompass, la boussole du mode d'élevage. Ça a été lancé en 2019 par 8 distributeurs qui, devant la foire que c'était tous ces labels, ont souhaité offrir plus de lisibilité à leurs clients. Avec cet agrégateur de labels, comme vous voyez, tous les labels existants passent dans une sorte de moulinette et ils sont dispatchés dans les 4 niveaux du Haltungsform. Le 1, par exemple, c'est QS, la viande standard. Le 2, ça va être par exemple l'initiative Tierwohl. Le 3, ça va être le niveau premium de Fürmer Tierschutz, par exemple. Et le 4, ça va être Neuland ou une production biologique. Et pour le sport, par exemple, de manière très simplifiée, les niveaux 1 et 2, c'est de l'élevage en bâtiment, standard ou amélioré avec un peu plus de surface. Et les niveaux 3 et 4 donnent toujours plus de surface et surtout un accès de plus en plus important à l'extérieur. En 2020, le ministère de l'Agriculture est revenu à la charge, cette fois en mettant sur le tapis un calendrier de montée en gamme vers les niveaux supérieurs du label bien-être animal du ministère, que vous voyez ici s'afficher. En 2020, on a 3/4 des porcs qui sont QS standard et 1/4 qui sont dans l'initiative Tierwohl. Ce qui est prévu, c'est qu'en 2025, à la place de l'initiative Tierwohl et du standard, se développe le niveau 1 du ministère de l'Agriculture. Ce n'est plus 10%, mais 20% de surface en plus, avec un engagement à arrêter la coupe des queues. En 2030, le niveau 2 qui donne un accès à l'air libre, parce que en plus tous les labels, vous voyez, les niveaux ne sont pas les mêmes, donc autant vous dire que tout le monde s'y perd. Mais en tout cas, le niveau 2 qui donne un accès à l'air libre se développe et en 2014, selon cet échéancier donc, de la commission Borchert, tous les animaux devraient avoir d'une certaine manière, il s'agit ici des porcs, un accès à l'air extérieur. Alors autant vous dire que la marche est importante puisque d'après le dernier recensement agricole, on avait 1% des porcs en Allemagne qui avaient une courette et 4% qui avaient un accès à l'air libre et l'élevage sur paille avait reculé. Alors, dans ce contexte et sans être exhaustif, quels sont les besoins d'innovation pour la France? Alors j'en ai identifié 4 principaux. Tout d'abord, un besoin d'innovation technique très important. Il faut construire ces modes d'élevage alternatifs. Vous voyez ici Physior ou Carangel qui sont des élevages très alternatifs. Il faut les construire pour savoir combien ils coûtent, comment ils financent, avoir des références sur les performances techniques, économiques, sociales, etc. Deuxième point, des besoins d'innovation numérique pour faciliter le travail des éleveurs, dans ces élevages avec de la paille, des accès à l'air libre, pour améliorer le bien-être, et puis on en a parlé aussi pour assurer la traçabilité jusqu'au consommateur. Des enjeux économiques pour garantir les débouchés et l'approvisionnement dans ces modes de production alternatifs et s'assurer d'un partage équitable de la valeur créée. Partout, ces démarches très différenciées s'accompagnent du développement de la contractualisation. Et enfin, une innovation financière. On l'a dit, les montants sont colossaux. C'est en milliards d'euros que ça va se compter pour transformer les élevages. Et il faut trouver les moyens de permettre aux éleveurs de franchir cette marge des investissements et puis de compenser les surcoûts durables opérationnels. Pour les investissements, ça passe par des subventions, de la PAC, des plans de relance. Et pour les surcoûts,
eh ben là, il va falloir aller les capter sur le marché. Ça passe par des contrats qui fixent des plus-values, par exemple 5,28 € par porc à l'engrais dans l'initiative Tirvol, 3 € par porcelet. C'est quand même 143 millions d'euros à aller chercher sur le marché pour la filière porcine allemande, rien que pour l'initiative Tirvol. Et ce qui tient la corde actuellement de la discussion, c'est de taxer donc les produits animaux, soit par une taxe d'assises, c'est-à-dire sur le volume, soit par une taxe sur le chiffre d'affaires, en augmentant la TVA de 7 à 19%, et c'est la voie qui est pour l'instant réfléchie en Allemagne. Alors pour conclure, que retenir de mon intervention ? Tout d'abord, un enjeu de gouvernance entre les pouvoirs publics qui orientent et qui réglementent et les acteurs privés ou associatifs qui mettent en place des démarches. La concurrence est rude, terrible entre les acteurs et entre les pays dans la définition de ces référentiels. Pour s'imposer, un référentiel va avoir besoin de couvrir, de pénétrer le maximum le marché, c'est-à-dire couvrir différentes espèces, être dans les linéaires, être connu par les consommateurs, reconnu par les pouvoirs publics. Les démarches privées, en fait, se substituent à la mise en place d'une législation plus stricte. Et ce faisant, elle donne un pouvoir de régulation à des acteurs privés sans qu'ils soient soumis aux règles démocratiques, contrôlant qu'ils servent bien le bien commun. Deuxième point, le bien-être animal est un des aspects de la durabilité, mais on l'a dit plein de fois, mais pas le seul. Comment va-t-il être pondéré dans un score plus global ? Comment arbitrer les conflits d'objectifs entre le bien-être et le sanitaire, entre le bien-être et l'environnement, etc. Troisième point, le modèle économique de capter, de financer par le marché. Partout, les niveaux supérieurs qui donnent un accès à l'air libre, même quand ils existent depuis plus de 10 ou 15 ans, restent des niches. S'agit-il d'un problème d'offre, parce que les élevages n'ont pas l'autorisation d'être construits, ou de demande ? En tout cas, on peut s'interroger sur l'avenir de ces niveaux supérieurs dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat lié à l'inflation qui va augmenter l'attention des consommateurs au prix des produits. Et enfin, dernier point, l'impact sur les filières. Je l'ai dit, en fait, ces démarches de différenciation s'accompagnent d'une montée très forte de la contractualisation entre les acteurs de la filière. De plus, ce couplage de plus en plus se met en place aussi un couplage de l'étiquette bien-être animal avec une indication de l'origine des animaux pour valoriser et protéger la production nationale. Et pour finir, en fait, la pression est forte pour produire et consommer moins mais mieux. La production baisse dans un certain nombre de pays sous l'effet de l'augmentation de la surface par animal, sur l'obligation de lien au sol, de certains plans de cessation. Et la baisse de la consommation est encouragée par les politiques publiques de végétalisation et par le renchérissement des prix des produits animaux. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine.